Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Mais qui est Court de Guesblen ? Antoine Court de Guesblen. Si vous connaissez ce nom, c'est que vous l'avez rencontré dans vos recherches sur le tarot. Si vous ne le connaissez pas, sachez que sans lui, vous ne vous intéresseriez pas au tarot aujourd'hui. C'est le tout premier à avoir jamais écrit sur le tarot. Et en même temps, il écrivait un peu n'importe quoi, et il a lancé la mode du tarot vraiment malgré lui. On va voir ce qu'il a écrit sur le tarot, mais je voudrais le replacer dans son contexte, dans le contexte de son œuvre et le contexte historique, parce que résumer Court de Guesblen à son apport au monde du tarot, c'est regarder ce personnage que par le petit bout de la lorgnette, un peu comme Pamela Colman Smith, dont on avait parlé dans un autre épisode. Si on prend un peu de recul sur les légendes qu'il raconte autour du tarot, on découvre un personnage vraiment intéressant, très très intense et qui finit par se cramer. C'est un érudit spectaculaire, engagé, courageux, qui s'est lancé dans une œuvre immense, à la fois originale et complètement délirante, voire désespérée. Et je pense que connaître son histoire peut nous permettre de considérer les légendes autour du tarot avec un peu plus de recul et nous aider à affiner notre esprit critique. Antoine Court de Guesblen naît en 1728, c'est-à-dire dans le contexte des persécutions religieuses en France. Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, qui garantissait la liberté de culte, et Louis XV a intensifié les persécutions contre les protestants. Le père d'Antoine est protestant, c'est un prêcheur engagé, notamment pendant une grave période de rébellion, la guerre des Cévennes. Il a créé un établissement clandestin où se forment les pasteurs de France alors que c'est interdit, et il coordonne les différentes églises protestantes de France pour empêcher cette religion de mourir dans des schismes. Et jusqu'à sa mort, son père se consacre à l'appel à la tolérance. Notre Antoine à nous, né en 1728, donc en plein dans ce contexte-là. Antoine a le même nom que son père, Antoine Court, mais au moment de partir faire ses études en Suisse, il va ajouter de Guesblen parce que ça fait noble et ça va l'aider pour échapper aux persécutions. Après des études de théologie à l'Académie de Lausanne, il va devenir pasteur et se consacre à son tour à coordonner les différentes églises protestantes pour maintenir les liens entre elles. Donc il fait comme son père, mais il va finir par trouver sa propre voie à lui. Pour lui, il pourra mieux défendre les principes de la tolérance religieuse s'il passe par l'écriture et l'érudition, parce que c'est plus son truc. Alors il quitte la Suisse pour Paris parce qu'il pense qu'il y sera en meilleure position pour plaider la cause du protestantisme en France. Il écrit un livre politique, un peu dans la même mouvance que Voltaire, quand il défend les affaires Calas et Sirven, qui sont des histoires d'accusations injustes dues à la discrimination religieuse. Et ensuite, de Guesblen crée le musée de Paris, qui est une sorte de point névralgique où il fait remonter toutes les informations cruciales pour la communauté protestante. Et enfin, il se met à défendre l'indépendance américaine. Donc il est vraiment très 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 engagé. Il s'intéresse à l'influence, il s'intéresse à l'érudition. Donc il est tout naturellement amené vers la franc-maçonnerie. Il entre d'abord dans une loge qui s'appelle les Amis Réunis en 1771. Ensuite, il passe dans la loge des Neuf Sœurs, où il assiste en 1778 à l'initiation de Voltaire lui-même, avant d'être rejoint par Benjamin Franklin, alors ambassadeur américain en France. Et dans cet endroit-là, on discute ésotérisme, mythologie, humanité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va se lancer dans la rédaction de l'œuvre qu'il a rendue célèbre. Le titre complet de son ouvrage, c'est Le monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne. Alors l'idée est en rapport avec sa culture protestante et avec son ambition de réconcilier les hommes par-delà leurs différences religieuses. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, Martin Luther, qui est l'initiateur du protestantisme, considère que tous les malheurs des hommes viennent de la perte de leur langue primitive, originelle et unique. Et donc Court de Guesblen va prendre cette idée-là, il va la pousser le plus loin possible. Donc pour lui, Dieu a conféré la perfection à l'homme, mais aujourd'hui on a perdu cette perfection. Et aussi, tout se comprend avant tout par le langage. La langue primitive parlée par les hommes était forcément parfaite, parce que à ce moment-là, il y avait une vraie correspondance entre les mots et les choses, alors qu'aujourd'hui, nos mots ne sont plus que des sons arbitraires.
Et pour retrouver la vérité originelle qui a été donnée par Dieu, il faut retrouver la langue primitive. Et pour la retrouver, on va la déduire des traces qu'on peut encore en trouver dans le monde moderne. C'est ça son idée. Alors il lance son projet avec une publicité dans un journal qui s'appelle Les Éphémérides du Citoyen. Il le lance en 1772. Et c'est une publication par abonnement, ce qui est assez rare à l'époque, d'autant plus que ces livres vont être extrêmement chers, parce que ce sont des livres très grands et avec beaucoup de gravures. De Guesblen promet l'origine du langage et de l'écriture, la grammaire universelle, l'alphabet et le dictionnaire de la langue primitive, les rapports de tout cela avec nos alphabets, nos grammaires et nos langues modernes. Rien que ça. C'est impressionnant et prometteur, c'est très très séduisant. Donc la publicité fonctionne, il obtient directement 800 abonnés, ce qui est énorme. Il va donc faire plusieurs volumes. Le premier volume s'appelle Plan général allégorie orientale, et c'est le moment où il pose les bases de son système, qui repose sur l'idée que toute la diversité d'aujourd'hui vient d'une seule et même racine, et la racine c'est l'agriculture. Pourquoi ? Parce que le besoin primordial de tous les hommes c'est la faim, par conséquent l'histoire de l'agriculture c'est l'histoire la plus fondamentale racontée par les hommes, et donc pour de Guesblen, les mythes fondateurs ne sont rien d'autre que des allégories qui parlent uniquement de l'agriculture, et on peut tout interpréter selon cet angle-là. Pour lui, les noms des anciens dieux et des anciens héros n'ont de sens que par rapport à l'agriculture aussi, mais aujourd'hui on les comprend plus, et pour ça il faut remonter à la langue primitive dans laquelle ils font vraiment sens. Donc langue primitive qu'on n'a pas encore retrouvée, ça c'est pour plus tard. Et il continue avec les volumes qui suivent, il va commencer à trouver des points communs un peu arbitraires entre différentes langues, il va trouver des ressemblances entre différentes écritures, et comme il sélectionne que les exemples qui vont bien, ça a l'air convaincant, mais historiquement ça tient pas beaucoup. Le monde primitif rencontre un franc succès. Il a des thèses séduisantes. Tout le monde est impatient de voir le fameux dictionnaire de la langue primitive qu'il n'arrête pas de teaser. Et Cours de Guesblen devient célèbre, au point de décrocher le titre de censeur royal, ce qui est une réussite juste extraordinaire pour un protestant. Louis XVI lui-même achète 25 exemplaires du premier ouvrage. Parmi les abonnés, il y a Marie-Antoinette, Diderot, d'Alembert, Benjamin Franklin, beaucoup d'autres personnages célèbres à l'époque. Et aussi, il faut avouer qu'il est en train de défendre une idée qui est originale et intéressante, parce que son système implique que l'homme primitif n'est ni un sauvage ni un sous-homme. C'est aussi l'idée que toutes les différences entre les hommes ne sont que relatives, donc c'est aussi un appel à la fraternité. Il a aussi l'idée d'expliquer les évolutions de la langue en fonction des évolutions des besoins des hommes, des rapports sociaux, de la politique, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue anthropologique. Enfin, l'idée est intéressante. Presque vous commencez à voir ce qui va poser problème. Il part d'un postulat qui est très simple et facile à comprendre. Les hommes ayant les mêmes organes de la parole et les mêmes besoins, ils ont forcément commencé par avoir une seule langue, ok ? Une fois l'idée posée, Antoine va l'utiliser pour interpréter tous les faits qui lui paraissent aller dans ce sens-là. Donc les différents systèmes d'écriture, les calendriers, les blasons, les monnaies, etc. Vous voyez que le problème, c'est qu'il s'y prend complètement à l'envers. Parce que si tu décides de ta théorie et qu'ensuite tu vas chercher une collection de faits pour la prouver, ben c'est pas fiable, parce que tu vas forcément choisir les faits qui vont bien et laisser de côté ceux qui vont pas, et tu vas les interpréter de la façon qui va bien pour prouver ton hypothèse. Et donc ton hypothèse peut bien être complètement fausse, ça va lui donner une apparence de réalité, mais ça suffit pas. Deuxième problème, cette façon de faire l'amène à complètement nier la diversité des histoires et des cultures. Parce que pour lui, tout fait sens par rapport à sa façon de penser à lui, c'est-à-dire par rapport à sa culture, à lui, à sa façon d'interpréter les signes et les sons. Il ne conçoit juste pas que d'autres cultures puissent penser autrement, puisque son idée fondamentale, c'est qu'il n'y a qu'une seule culture originelle. Et donc, en fait, plus ça avance, plus il est visible que son système est complètement fermé. Et en fait, on a l'impression qu'il a survendu son idée d'origine, et qu'après ça, il va consacrer toute son énergie et tout son temps à faire un travail immense pour prouver que son idée était juste, parce que maintenant qu'il a vendu les abonnements super chers, il est coincé. Le volume 4 est consacré à l'histoire du calendrier, parce que ça se faisait en franc-maçonnerie à l'époque de donner aux dates des valeurs symboliques. Les volumes 5, 6, 7 sont des dictionnaires étymologiques du français et du latin, parce qu'il doit en passer par là pour en déduire les origines communes de ces langues-là. Et donc on va passer directement au volume 8, parce que c'est là qu'apparaît le tarot. Et ce volume-là ne parle pas que de tarot, au contraire, il parle de plein de choses. L'histoire, le blason, les monnaies, les jeux, les voyages de Phéniciens autour du monde, les langues américaines, etc. Ça, c'est le titre. Donc le titre, c'est etc. Vous voyez qu'on commence déjà un peu à perdre pied, là. C'est un livre qui fait 730 pages. Le tarot en prend une soixantaine avec une trentaine qui sont rajoutées à la fin par un autre auteur. Et Cours de Guesblen commence le passage sur le tarot avec un gros effet.
Si l'on entendait annoncer qu'il existe encore un ouvrage des anciens Égyptiens, un de leurs livres échappés aux flammes qui dévorèrent leur superbe bibliothèque, et qui contient leur doctrine la plus pure sur des objets intéressants, chacun serait sans doute empressé de connaître un livre aussi extraordinaire, certainement. Eh bien, ce livre de la vieille Égypte, c'est le jeu de tarot, ce sont les cartes. Il écrit ça en 1781. Il raconte qu'il a examiné pour la première fois le jeu des tarots chez une certaine Madame Helvétius. Il interrompt une partie de cartes en cours, il examine le jeu, et il est tellement incroyablement érudit qu'il en effectue le déchiffrement symbolique immédiatement, d'après ce qu'il raconte. Il dit « En un quart d'heure, le jeu fut parcouru, expliqué, déclaré égyptien ». Et donc, Antoine fonctionne un peu en mode illumination, et alors il préfère les explications compliquées aux explications simples. Par exemple, pour lui, s'il y a un pape dans le tarot, c'est pas assez cool de trouver une origine dans la culture chrétienne, c'est forcément quelque chose de non chrétien, mais qui a été déformé au point de finir par paraître chrétien. Donc ça un peu tiré par les cheveux. Mais pourquoi il fait ça? Parce que pile à cette époque-là, notamment dans les cercles francs-maçons qu'il fréquentait, on est en plein dans la mode de l'égyptomanie. Et tout ce qui est égyptien est vieux et exotique, donc mystérieux. Et on le met à toutes les sauces de façon complètement fantasmée. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur le tarot dans l'art. Si quelque chose est égyptien, alors il y a forcément quelque chose de profond et de magique derrière, parce que c'est le fantasme qu'on projette sur cette partie du monde à ce moment-là. Donc, il choisit d'expliquer les origines égyptiennes des cartes. Pour lui, la papesse, la lune et l'étoile sont des cartes en rapport avec la déesse Isis. La carte du monde représente le temps parce que, d'après lui, la femme au milieu court comme le temps. Il prend aussi la décision que je trouve assez bizarre de mettre le pendu tête en haut pour affirmer qu'il représente la prudence. C'est vrai qu'il manque une prudence aux vertus des tarots de type Marseille, aux côtés de justice, force et tempérance, parce que la prudence fait partie des valeurs chrétiennes. Et donc vouloir absolument retrouver la prudence dans le tarot, ce serait plutôt un argument en faveur de ses origines chrétiennes, à part le fait que la prudence est jamais représentée comme ça en Europe. C'est une femme qui tient un miroir et elle regarde dans le miroir pour voir le serpent derrière elle. Et elle est représentée exactement comme ça, aux côtés du pendu, dans le tarot de Minchiaté, qui existe encore à son époque, et dont je vous parlerai plus tard. Mais bon, pourquoi pas? Antoine ne donne pas de raison particulière à son choix, à part qu'il le sent bien comme ça. Et là aussi, on sent la difficulté qu'il peut avoir à imaginer qu'une culture différente de la sienne puisse penser autre chose que les idées chrétiennes dont il a l'habitude. Et puis de toute façon, le plus marrant pour moi reste son explication étymologique du nom de tarot. Il dit « Le nom de ce jeu est pur égyptien, il est composé du mot tar, qui signifie voie, chemin, et du mot ro, ros, rog, qui signifie roi, royal. C'est mot à mot le chemin royal de la vie. » Ça, c'est sa citation. Donc, il se base sur une traduction français-égyptien. Le problème, petit problème, c'est qu'à cette époque-là, on n'en a pas de traduction français-égyptien, zéro, rien que dalle. Le premier dictionnaire qui apparaît, c'est celui de Champollion, qui a pu déchiffrer les hiéroglyphes pour la première fois grâce à la pierre de Rosette en 1822, c'est-à-dire 41 ans après. Et donc, avant, on n'a pas de traduction parce qu'on n'a aucune source, on n'a rien. C'est pour ça que la découverte de la pierre de Rosette était extraordinaire, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et donc, sur quoi se base Antoine pour dire tar et puis ros, rog, machin? Sur rien. Et ça ne le dérange pas d'affirmer sa découverte comme si c'était précis, parce qu'il donne des déclinaisons du mot, il dit ro, ros, rog, comme s'il savait beaucoup de choses, mais en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'a pas de source. Et donc, l'argument qui vient souvent dans ces cas-là, c'est oui, mais là, on parle de secret initiatique, et les historiens n'ont pas accès au secret initiatique parce qu'ils sont pas initiés, donc on parle pas de la même chose. Évidemment que les initiés vont pas dire la même chose que les historiens. À ce moment-là, il suffit de regarder la suite du livre. Parce que De Guesblen ajoute à son propre texte une autre dissertation sur le tarot, celle du comte de Mélé, qui va montrer un exemple de divination par le tarot. Déjà, De Guesblen affirme être le premier à avoir découvert les secrets ésotériques du tarot, puis juste après, le comte de Mélé explique un système qu'il a appris quelque part et personne voit le problème. Et ensuite, le comte de Mélé donne une étymologie et des attributions qui sont complètement différentes, rien à voir. Lui, il écrit, je cite, « Ce livre paraît avoir été nommé A. Roche, d'A. Doctrine et science, et de Roche, Mercure, qui, joint à l'article T, signifie tableau de la doctrine de Mercure. Mais comme Roche veut dire aussi commencement, ce mot ta Roche fut particulièrement consacré à sa cosmogonie. » Donc, rien à voir, mais là encore, aucun problème, et surtout aucun problème pour faire paraître les deux textes l'un à la suite de l'autre, parce que c'est vraiment dans le même livre. Et ça nous montre bien que ces deux-là ne sont pas dans l'idée de soudain transmettre un certain secret initiatique qui serait resté caché jusqu'ici, mais qui sont bien tous les deux dans une interprétation personnelle du jeu,
et que c'est ce côté personnel qui compte, c'est la libre recherche. Et c'est quand même important de noter ça parce que nous, on se plaint de ce que tous les livres sur le tarot se contredisent, mais le tout premier à avoir jamais été publié dans l'histoire contient déjà à l'intérieur du même volume 2 textes contradictoires. Donc s'il fallait une preuve supplémentaire qui n'a pas de signification originelle au tarot, mais que chacun projette la sienne dessus, c'est bien celle-là. Donc on a un texte qui est vraiment surprenant parce que c'est assez clair que le tarot est un prétexte qui est rajouté comme ça à l'appel avec tout un tas d'autres choses parce qu'il faut continuer la publication du monde primitif, que de Guesblen est fatigué et qu'il est un peu désespéré parce qu'il sait que tout le monde l'attend au tournant parce qu'il a promis un dictionnaire de la langue primitive et que là ça fait des années qu'il le repousse juste parce qu'avec un postulat comme le sien c'est juste pas possible. On peut donner des exemples de ressemblances entre certaines lettres et certains idéogrammes quand on les choisit bien parmi les millions de combinaisons possibles. Mais comme le postulat de départ est faux, écrire un dictionnaire complet, c'est juste impossible et il doit bien s'en être rendu compte au moment où il en est arrivé. Donc on est content de ne pas être à sa place. Néanmoins, dans ce passage sur le tarot, il a quand même utilisé les ingrédients nécessaires pour que ça passe. Parce que cette histoire d'Égypte et de secrets cachés dans des cartes à jouer, c'est exactement ce dont le public a envie à ce moment-là. Donc là, c'est intelligent. Et c'est pour ça que 4 ans plus tard, Jean-François Hayette, qui est plus connu sur le pseudo Etela, prend la relève en écrivant son livre à lui sur la divination par le tarot. Et lui va pousser à fond cette idée de l'origine égyptienne du tarot parce que sur le plan marketing, ça marche. Et voilà ce qu'écrit Hayette. Le tarot est un livre de l'Égypte ancienne dont les pages contiennent le secret d'une médecine universelle, de la création du monde et de la destinée de l'homme. Ses origines remontent à 2170 avant Jésus-Christ, quand 17 magiciens se réunirent en un conclave présidé par Hermès Trismégiste. Il fut ensuite incisé sur des plaques d'or, placées autour du feu central du temple de Memphis. Et enfin, après diverses péripéties, il fut reproduit par de médiocres graveurs du Moyen-Âge avec une quantité d'inexactitudes telle que son sens en fut dénaturé. Fin de citation. Il redessine alors le tarot pour le renaturer, évidemment à l'égyptienne, et le baptise livre de Thoth, suite à ce qu'a écrit de Guesblen. Donc, c'est lui qui vraiment relance l'intérêt pour le tarot, même si quelques années avant, ça se faisait déjà de faire de la cartomancie avec, comme on le faisait avec les cartes à jouer normales, ni de Guesblen ni Etela n'ont rien inventé, mais pour la première fois, il publie. Donc c'est à partir de là que le tarot prend officiellement son essor et qui va fasciner les artistes, les occultistes et le grand public jusqu'à aujourd'hui. Donc de Guesblen a au moins l'intérêt d'avoir ouvert grand les portes de l'imaginaire parce que c'est son livre qui inspire Etela, qui a lui-même commencé à populariser l'idée. C'est donc une réussite pour le monde du tarot, mais malheureusement, l'histoire ne se termine pas si bien pour Antoine. Après le volume sur le tarot, il en ajoute un autre, le dictionnaire étymologique de la langue grecque cette fois-ci. Vous imaginez que pour les gens qui pensaient qu'ils allaient recevoir la clé primordiale de toutes les langues, la marque de la vérité originelle, etc., comme de Guesblen l'avait promis dans la publicité qui a lancé toute l'affaire, ça commence à bien faire de recevoir des dictionnaires d'étymologie super chers à chaque fois. De Guesblen a promis une révélation sensationnelle, ça fait des années, et elle arrive toujours pas. Qu'est-ce qui se passe ? Le public se désintéresse du monde primitif et les abonnements dégringolent. Ce serait déjà un problème pour lui parce que c'était son gagne-pain. Malheureusement, tout s'aggrave. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait lancé une initiative vraiment intéressante pour la communauté protestante, ce fameux musée de Paris, l'endroit où transitaient toutes les informations importantes de la communauté pour les transmettre à des personnes influentes susceptibles de faire avancer la cause. 2 hommes ont abusé de sa confiance pour lui faire contracter des dettes en tant que président de l'association. Et du coup, de Guesblen se retrouva tourmenté constamment par des créanciers qu'il ne connaissait pas sans jamais savoir combien il devait. Et toutes ses économies y passèrent. Et quand il mourut, il était depuis 1 mois au bout de ses ressources et il était dans le plus triste dénuement et c'était horrible. Il laissait 30 000 livres de dettes. Les créanciers en firent saisir le musée en même temps que tous ces papiers qui furent vendus aux enchères. Et parmi ces papiers, il y avait les notes qui devaient servir à la rédaction de la fin du monde primitif. Il y avait toute sa correspondance au sujet des affaires protestantes de son temps. Et il y avait une immense quantité de documents que son père avait recueillis sur l'histoire des protestants français réfugiés. Donc des vrais documents historiques cruciaux qui ont été dispersés. Et 3 ans après sa mort, en 1787, Louis XVI signe l'édit de Versailles qui rend aux protestants l'existence légale dont les avait privés Louis XV. À la Révolution en 1789, l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen promulgue enfin la liberté de conscience et de culte. Et donc de Guesblen n'est pas là pour voir le couronnement de ses efforts et l'arrivée de la tolérance religieuse, pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Je pense que c'est intéressant de se pencher un peu sérieusement sur ce qui est quand même le texte fondateur de notre intérêt pour le tarot, avec du recul et un peu d'esprit critique. Ça nous apprend plusieurs choses.
D'abord, le fait que les livres sur le tarot se contredisent ne date pas d'aujourd'hui, puisque le premier livre publié sur la question contient 2 textes qui se contredisent déjà. Ensuite, qu'il ne faut pas se laisser impressionner par l'érudition de quelqu'un ou par le fait qu'il présente une hypothèse séduisante parce qu'elle donne l'impression de donner du sens facilement à tout un tas de choses complexes. C'est la forme du raisonnement qu'il faut regarder. Est-ce qu'il cherche ses faits en fonction de son hypothèse ou est-ce qu'il commence par regarder les faits pour en déduire une hypothèse qui fonctionne? C'est ça l'esprit critique qu'il faut absolument nécessairement entraîner, surtout quand on s'intéresse à des domaines comme l'ésotérisme. Et enfin, ça nous permet de prendre plus de recul sur notre utilisation du tarot. Le texte de Cour de Guesblen ne fait pas sens ni historiquement, ni au niveau initiatique, ni rien, ni de toute façon, dans son livre, le tarot n'est qu'un prétexte parmi plein d'autres pour balancer des idées égyptiennes. Mais c'est le premier à avoir publié dans un livre l'idée qu'on puisse trouver du sens dans le tarot. Et depuis, on a produit des milliers d'autres livres sur le tarot, tous avec des significations assez différentes d'ailleurs. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est aussi que vous avez fait l'expérience par vous-même de la puissance de réflexion que peuvent apporter les cartes. L'histoire de Cour de Guesblen nous montre que nous pouvons nous détendre au sujet du tarot. Il n'y a pas de secret initiatique égyptien ou autre qui serait habilement dissimulé. Ce jeu n'est rien d'autre qu'un prétexte. Mais, comme tout prétexte, s'il est bien utilisé, il peut être prétexte à faire des choses intéressantes. De Guesblen a dit des choses fausses, mais qui ont inspiré des générations, et c'est grâce à lui que nous pouvons jouer au jeu du tarot ésotérique aujourd'hui. Et de même, nos cartes de tarot ne contiennent pas de magie, mais elles nous fournissent des prétextes pour amener notre réflexion sur des terrains qu'elles n'auraient pas osé aborder sans le coup de pouce du hasard. Donc, sans l'entreprise démesurée d'Antoine, nous ne profiterions pas aujourd'hui d'un outil de réflexion bien utile, même si, lui, s'est complètement perdu dans sa croyance de départ. Et le texte du conte de Mélèe est tellement délirant que je ne peux absolument pas croire qu'il l'ait pas écrit uniquement pour rigoler. Le tarot, c'est un outil de trickster, c'est un jeu fripon. Il fait voler en éclats nos croyances, et donc le sérieux, c'est son pire ennemi. Donc je trouve que c'est pas mal comme origine du tarot, que ce soit une blague. Continuons donc à jouer avec nos cartes, mais en restant conscient que tout ça n'est qu'un jeu. Et je vous dis à bientôt sur Le Magicien. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!